Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 1er avril 2020, ça y est, ça fait un trimestre de passé. On est toujours en confinement et je suis donc toujours au bureau, confiné tranquillement. Je t'emmène avec moi dans cette journée de milieu de semaine. Tu l'as vu, cette semaine est très intense, donc je vais te partager ce qu'on va faire aujourd'hui pour nous assurer de réussir nos objectifs d'ici la fin de semaine. Les amis, on est mercredi et mercredi c'est un milieu de semaine, du coup tu l'auras compris, la plupart des employés bossent 5 jours par semaine. Chez moi, c'est exactement la même chose. Ce midi, on arrivera vraiment à la moitié de la semaine. Il faut qu'on s'assure de pouvoir livrer à Apple en fin de semaine 2 projets. On va les tester sur le marché US d'ici ce week-end ou début de semaine prochaine. Je vais également échanger avec des éditeurs pour voir si certains de ces projets pourraient intéresser un éditeur en question. Normalement, c'est déjà validé au moins à l'oral, mais je vais quand même faire un petit point pour m'assurer que ce soit bon, potentiellement cet après-midi. Ce que je voulais te partager en ce début de vidéo, c'est surtout comment on s'assure de pouvoir tenir bien nos projets sur 5 jours. Quand on a plusieurs projets différents, comment on fait pour s'entraider, comment on fait pour faire sauter les points de vigilance, les points de blocage. Globalement, on fait tous les matins un espèce de petit point, réunion autour d'un café, donc petit café Scrum finalement. Et c'est l'idée de ce point-là, c'est de pouvoir échanger sur la timeline de production qu'on s'était donné pour la semaine, de vérifier que qui devait bien se passer se passe bien et que les points de vigilance qu'on avait déjà initialement isolés se passent bien également, ou alors au contraire entraîne plus de problématiques et de complications, et du coup qu'il faut pouvoir tirer des conclusions de ça afin de s'assurer qu'on puisse performer quand même dans la réalisation de ces features, même si on doit choisir une autre solution. Voilà un petit peu ce que je veux te partager dans ce point-là. Donc l'idée c'est de faire un suivi de tâches, de voir quelles ont été les réussites et quels sont les points de vigilance les plus bloquants, ceux qui peuvent vraiment mettre à mal le projet d'ici la fin de la semaine. Voilà un petit peu ce qu'on va traiter ce matin. Hier, ça s'était plutôt bien passé, ces points, on n'avait pas isolé grand-chose de dangereux. On va voir aujourd'hui. En général, en fur et à mesure, parfois il y a des surprises qui peuvent arriver. On avait imaginé que ça puisse se passer comme ça, parfois pas. Du coup, il faut qu'on s'adapte, et pour ça, il n'y a rien de tel que d'être au quotidien à faire des petits points. L'avantage d'être à plusieurs et d'avoir 2 développeurs également, c'est qu'ils peuvent maintenant échanger. Chacun amène sa casquette, son expérience, son background, ses solutions techniques, et du coup, on devrait être aussi capable de rester moins bloqué quand on a pu l'être parfois. Les amis, on vient de sortir du point du matin, donc du Scrum qu'on fait quotidiennement, cette fois avec 2 développeurs évidemment cette semaine, et donc on a fait un point sur les 2 projets. Les projets sont bien avancés, on devrait être capable de les tenir jusqu'à la fin de semaine, ça fait du bien, mais on a quand même isolé un gros point de vigilance sur un des 2 concepts où on a des comportements qui sont à la fois complètement prévisibles, qu'on a scriptés, et des comportements physiques du coup qui ne sont pas scriptés, qui sont un peu imprévisibles et qui pourraient créer des conflits l'un avec l'autre. Donc on va faire des petits tests techniques. Là ça devient un point de vigilance parce qu'évidemment sur une semaine de 5 jours, commencer à faire des tests techniques pour voir quelles sont les features, l'implémentation idéale de cette feature, ça peut nous prendre quelques heures. Si jamais l'issue de ces tests c'est pas très concluant, on aura perdu ce temps là et ça va peut-être mettre à mal la suite du projet. Logiquement ça devrait être bon, on a quand même des pistes intéressantes, peut-être qu'1 heure ou 2 suffiront largement à faire en sorte qu'on arrive à avoir la sensation, le feeling que veut transmettre au joueur via ce comportement physique. Si on n'y arrive pas, on refera un point et on verra quelle décision on prendra à l'issue de ces tests là. On a des hypothèses déjà, donc on sait plus ou moins quelles sont les décisions qu'on prendra en fonction des résultats, mais il faut attendre d'avoir les résultats de ces expérimentations. Voilà le seul point de vigilance de cette semaine selon nous. Le reste devrait bien se mettre en place, donc on a la structure des projets qui avance, on commence à avoir des gameplays qui sont jouables, et on va polish un petit peu tout ça au fur et à mesure de la semaine, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau de tous les autres aspects, et je t'en parle dans la suite de la vidéo. Les amis, donc on a terminé le point, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on a fait comme Scrum et quels sont les points de vigilance et réussite des 2 projets en cours. Donc ce que je fais en général par la suite, c'est que je réouvre les GDO de ces projets là et je viens clarifier un petit peu, indiquer ce qu'on a pu se dire, ou au moins mettre au clair les décisions qu'on a pu prendre, histoire qu'on ait toujours un document à jour qui puisse nous permettre à chacun de pouvoir y retourner si on se pose des questions plutôt que de se solliciter. C'est le document de référence. Donc voilà, là je suis en train de mettre à jour un petit peu les GDO des 2 concepts. D'ailleurs à propos, je te remets en description le lien de téléchargement d'un exemple de GDO qu'on fait de manière très simpliste sur nos projets. C'est des choses utiles à mettre en place au départ, je te l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Ça permet d'avoir un document de référence sur lequel se reporter à chaque fois qu'on se pose des questions ou qu'on a un doute sur une des features qu'on voulait mettre en place. Voilà un petit peu pour ça. N'oublie pas que même si tu es tout seul, c'est très important de le faire. Tu vas clarifier les échanges que tu as avec toi-même. Sinon, tu vas brainstormer tout le temps, tu vas toujours aller sur des nouvelles idées et tu vas tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Ça arrive très souvent. Donc fais gaffe, mets les choses à plat. Note bien les mécaniques que tu veux conserver, celles que tu ne veux pas, la manière dont tu veux les mettre en place, et je te garantis que tu vas gagner du temps et de la clarté dans tes projets. Le point suivant est également très intéressant.
il va concerner davantage le deuxième projet, celui qui pose moins de problèmes. Le premier projet qui pose problème sur la physique ou qui peut potentiellement poser problème sur la physique n'utilise pas réellement de level design, on n'a pas de génération de terrain ou de choses comme ça qui vont être très complexes. C'est quelque chose qu'on peut prévoir facilement et qu'on peut mettre en place dans le code. Alors que pour l'autre projet, on est quelque chose sur plutôt un aspect runner avec un jeu de parcours. Et là, on va devoir du coup imaginer différents types de sections, de terrains, de level. Et pour ça, on a fait le choix de nous diriger vers un terrain manager qui soit capable de générer un terrain d'une certaine longueur avec des sections prédéfinies. Donc il va falloir que je fasse du level design pour être capable de générer des sections qui font du sens vis-à-vis des expériences de jeu qu'on veut donner aux joueurs. Et là, ça devient intéressant parce qu'il faut quand même qu'on puisse apporter de la variété en y passant le moins de temps possible. L'idée des tests, c'est quand même de valider le potentiel du gameplay. On n'est pas là pour faire un jeu qui amène un mois d'expérience de jeu, on est là juste pour amener 2-3 jours d'expérience, une semaine maximum, c'est déjà pas mal. Donc on n'est pas obligé de créer des milliers de niveaux, mais il faut quand même en créer un petit peu et si possible un peu de variété pour éviter de perdre l'utilisateur trop rapidement parce qu'il va se lasser trop vite du jeu qui va être trop redondant. Je vais donc t'expliquer comment tu peux amener de la variété dans ton jeu simplement en travaillant sur de la génération de sections. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de procédural mais pas complètement. C'est procédural par bout. On sait ce qui se passe dans ces bouts-là. L'intérieur de ces blocs-là n'est pas procédural. Et ça permet de maîtriser un petit peu le comportement qu'on veut avoir parce que faire du procédural, c'est peut-être pas ce qui est le plus compliqué, mais faire du bon procédural, c'est très complexe. Voilà, donc surtout pour du level design. Pas se permettre d'imaginer tout ça et de créer ça en 5 jours. Du coup, pour t'expliquer, l'idée, comment on peut créer de la variété, comment on peut créer des expériences de jeu différentes. Nous, ce qu'on fait comme choix technique souvent, c'est qu'on va faire un terrain manager du coup qui génère le terrain morceau par morceau et on va dire on va créer une liste peut-être d'une trentaine de morceaux différents. Et on va dire au jeu, pour chaque niveau, tu vas en prendre 10, 15 par exemple, et tu vas les mettre un à la suite des autres dans un ordre aléatoire ou dans un ordre défini, à nous de voir ce qu'on veut faire. Et tu vas du coup piocher dans la base de données que tu as, dans le sac de sections que tu as pour générer chaque nouveau niveau. Donc si on fait ça comme ça en pur aléatoire, évidemment chaque joueur aura une expérience de niveau tout le temps différent, même s'il y a peut-être un incrément de niveau d'indication. Donc c'est-à-dire que tous les joueurs ne joueront pas au même niveau à chaque même numéro. Mais ça donne quand même une expérience de jeu variée. À la limite, le joueur s'en fout de savoir si Pierre-Paul Jacques a joué au même niveau quand il était au niveau 5. À la limite, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est pouvoir par contre guider l'utilisateur dans une expérience qui est progressive. Donc peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de faire en sorte que les 10-15 premiers niveaux soient créés entre guillemets à la main, c'est-à-dire qu'on ait créé les blocs nous-mêmes et qu'on ait fixé leur enchaînement, histoire qu'on puisse maîtriser l'expérience qu'on veut donner aux joueurs dans les premiers niveaux. Donc en fait, on le prend par la main. On est sûr de lui donner une expérience de jeu qu'on a réfléchi. Et après, par la suite, on pourrait très bien dire à ce terrain manager, eh ben maintenant tu continues à faire la même chose, sauf que tu n'utilises plus des choses fixées comme j'ai pu te les donner, mais tu pioches aléatoirement dans tout le sac de sections que tu as et tu m'en génères entre 10 et 15 par niveau. Aléatoirement. On pourrait très bien imaginer quelque chose comme ça. C'est une technique qu'on utilise assez souvent pour limiter le temps de création de ces générations de variétés et de level. Et puis ça permet quand même d'avoir un jeu assez sympa à jouer en peu de temps. Du coup, comment on peut amener de la variété et une expérience sympathique pour le joueur en très peu de temps quand on parle de level design? Je vais t'expliquer un petit peu nous ce qu'on peut faire et tu vas voir que c'est très simple, la logique est basique et ça te permet d'avoir rapidement une grande variété de niveaux. Donc toujours dans cette logique d'avoir un terrain manager qui génère des levels, donc des niveaux complets, bout par bout, donc des morceaux de niveau par morceau de niveau, ce qu'on appelle des sections. On va essayer de créer de la variété vis-à-vis du gameplay qu'on a, de la difficulté et des expériences visuelles qu'on peut donner pour une même action. Alors dans le cas présent, nous par exemple, dans ce gameplay, sur ce deuxième concept, on a 3 actions possibles du joueur en termes de gameplay et ces actions peuvent être réalisées dans 4 axes différents, c'est-à-dire de droite vers la gauche, de gauche vers la droite, du haut vers le bas, du bas vers le haut, selon ces 4 directions-là. Donc là, on a déjà 12 sections. On peut même aller un petit peu plus loin parce que 12 sections, c'est pas mal, 12 variantes, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. L'idée, c'est de se dire, chaque section, chaque action pourrait avoir 3 niveaux de difficulté. Il y a des moments où les sections vont être pas trop dures, histoire de laisser le temps aux joueurs et de souffler un petit peu. Parfois, elles vont être juste ce qu'il faut, bien dimensionnées pour être dans une difficulté neutre, moyenne. Et parfois, on va essayer de challenger un peu plus le joueur en le mettant un peu plus en stress, un peu plus en pression, lui laisser moins de temps pour réagir. Donc ce sera des sections difficiles. Et on peut très bien imaginer que pour chacune des 3 actions, il y ait 3 variantes de difficulté. Facile, moyenne, difficile. Donc cette fois, on n'est plus à 12, on est déjà à 36 variantes différentes de sections et 36, clairement, ça commence à devenir intéressant dans une génération aléatoire pour créer pas mal de niveaux différents. Donc ça veut dire qu'un joueur qui va jouer une petite semaine à notre jeu, qui aura fait peut-être 50, 60, 70 niveaux, voire 100, aura quand même eu une expérience variée. Même si on a peut-être fixé, comme je te l'ai dit précédemment, les 10 premiers niveaux en ayant mis bout à bout des sections prédéfinies et qu'on ait fait une génération aléatoire pour tous les niveaux suivants. Maintenant, on peut aller encore un petit peu plus loin et là, ça va demander d'amener de la variante visuelle par exemple. On peut très bien imaginer que chacune des actions puisse être représentée visuellement par 3 aspects différents. Et dans ce cas-là, on passe de 36
à 3 variantes de plus. Donc on arrive à 108 sections différentes, 108 variantes et plus d'une centaine de variantes de sections. Et là c'est bon, on obtient vraiment un jeu de manière assurée qui peut amener une expérience très variée. Quand on a 108 variantes, le joueur il n'a pas le temps d'avoir l'impression de faire 2 fois le même niveau. Et il le rencontrera même jamais statistiquement si on est en pur procédural, pur aléatoire, ou quasiment jamais. Quatrième point les amis dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un peu tous les aspects qu'on va amener en polishing sur la suite de la semaine. Je t'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos donc je vais pas prendre trop de temps maintenant. Mais tu sais c'est tous les aspects qui viennent appuyer l'expérience de jeu, appuyer le gameplay et amener plus de profondeur à l'expérience de jeu, plus de clarté pour le joueur. C'est tout ce qui va concerner les effets visuels, ce qu'on appelle les VFX. Je te mets un exemple autour de moi. Ça peut être le caméra shake aussi, tu sais, les vibrations de caméra en fonction des actions. Imaginons que le joueur court, tape un obstacle, et ben on peut très bien imaginer de faire shaker la caméra, de la faire bouger, vibrer, histoire de mettre un feedback intéressant pour le joueur. On pourrait très bien utiliser un vignettage avec un petit contour autour de l'écran qui fait un flash, pour toujours faire du feedback visuel aussi. Et bien évidemment, on est sur mobile, il y a des vibrations, donc on va utiliser ce qu'on appelle les haptic vibrations. Et là, ça devient très intéressant. On peut avoir déjà une expérience intéressante en termes de feedback qui vient consolider, appuyer l'expérience utilisateur autour du gameplay. Toujours important, toujours focus sur le gameplay en priorité. Bon voilà les amis, la journée avance bien, on est en train de faire plein de choses, c'est une journée assez intense. Beaucoup de tests menés à droite à gauche, que ce soit sur les comportements, certaines features de gameplay, que ce soit sur le level design ou que ce soit sur les aspects polishing qui viendront consolider l'expérience de jeu autour du gameplay. Maintenant, j'aimerais te parler un petit peu de ce qui me reste à faire dans la suite de la journée. Je viens de focus à fond sur les jeux, sur la grosse partie de la journée. Je vais maintenant me focus sur les autres aspects qui concernent plutôt vous et moi, à savoir tout ce qui concerne les vidéos. Donc ce soir, pour rappel, je suis en live à 21 h et ce soir, on va voir ensemble notre jeu Icy Race. Je vais te décortiquer un petit peu comment on a mené la production de ce jeu, éventuellement t'ouvrir Unity et te présenter des choses si ça t'intéresse. Et dans tous les cas, ce sera une discussion ouverte sur la création de ce jeu. Donc je te mets une vidéo autour de moi pour te présenter quel est le concept du live de ce soir. On se retrouve à 21 h avec très grand plaisir. Et dernier point de cette vidéo, évidemment, tu l'as vu dans les précédentes, j'organise un atelier ce dimanche 5 avril 2020. Toute la journée, ça va être des conférences live. Je vais essayer de t'apporter tout ce que je peux pour t'aider à te lancer au mieux dans la création de jeux ou à performer davantage si tu es déjà lancé dedans. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus et me rejoindre. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc, il faut que je bosse sur pas mal de contenu. J'avance sur les différents sujets de mes conférences et sur les slides. Et j'avance sur les documents à trous que je vais vous fournir durant l'atelier pour que vous puissiez suivre avec moi en temps réel et répondre directement sur votre projet, sur vos envies de jeu afin d'avoir votre plan d'action à la fin de la journée et pouvoir dérouler. Les amis, ça y est, on arrive en fin d'après-midi du mercredi 1er avril. Pas de poisson d'avril aujourd'hui, hein, désolé, j'ai quitté ces blagues-là. Par contre, je suis très heureux de vous annoncer qu'on a dépassé le milieu de semaine et qu'on est plutôt confiant sur la faisabilité de terminer notre projet, nos 2 projets, en fin de semaine pour pouvoir les tester sur le marché US. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Même le point de vigilance qu'on avait sur les aspects physiques d'un des 2 concepts ont l'air d'être plutôt concluants. Enfin du moins les tests réalisés par Flo ont l'air d'être plutôt concluants. On va voir si on est capable d'intégrer tout ça, de pouvoir aller plus loin dans le projet, d'amener un vrai niveau de qualité tout en conservant cette feature physique qu'on voulait avoir pour amener plus de fun aux joueurs. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer toutes les notifications. Comme ça tu pourras suivre l'évolution de ce projet, recevoir les notifications pour chaque live également. Et je t'invite à cliquer dans la description pour voir le GDO et pour voir l'atelier du dimanche 5 avril 2020 que j'anime dans quelques jours. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games en direct des locaux à Cannes. Je te dis à demain, ciao!